Nous sommes en plein cœur du quartier financier de Bangkok. Il y a encore quelques semaines, cet immeuble abritait l'une des cliniques de procréation artificielle les plus en vue de la ville. Une clinique privée et très prospère qui a subitement disparu des radars. Bonjour, est-ce qu'on peut entrer? Non, c'est fermé. Il n'y a personne pour nous parler ici? Si, enfin non. Je ne peux pas vous répondre, c'est fermé. Si la clinique IVF, comme d'autres, défraie la chronique thaïlandaise, c'est que l'on s'y livre à des pratiques de procréation douteuses profitant d'un vide juridique. Un milliardaire japonais a ainsi pu faire concevoir 9 de ses 15 nourrissons dans ce seul établissement. Pourquoi et comment la Thaïlande est-elle devenue une véritable usine à bébés? Au plus haut sommet de l'État, c'est l'embarras, d'autant que la police a découvert une gigantesque filière de mères porteuses. Comment expliquez-vous qu'autant de jeunes femmes thaïlandaises soient volontaires pour entrer dans ces réseaux? Vous savez, ces filles ont bien compris qu'elles pouvaient se faire beaucoup d'argent en quelques mois. C'est difficile de résister à cette tentation pour elles, je pense. Le business international des mères porteuses rapporte des centaines de millions d'euros chaque année. La Thaïlande en est la plaque tournante. Un véritable vivier à mères porteuses dont les nouveau-nés partent dans le monde entier. Pour aller à la source, nous allons vers l'extrême nord de la Thaïlande, dans les campagnes pauvres qui bordent la Birmanie et le Laos. Le village de Pak Ork a été rebaptisé ferme à bébés. Madame Panida est née ici. Elle est l'une des rares à ne pas avoir succombé à la tentation, comme l'ont fait presque toutes ses amies d'enfance. C'est un péché. Comment peut-on vendre la chair de sa chair? Je ne comprends pas comment elles s'en sont arrivées là. Je les connais toutes. Elles le regretteront un jour. À Pak Ork, c'est l'omerta. La plupart des maisons du hameau numéro 9 sont vides. Ici, on compte pas moins de 22 mères porteuses pour 20 familles. Alertées du scandale à Bangkok par leurs agents, elles ont fui ou se cachent. Il faut se rendre à la pagode, le temple bouddhique du village, pour trouver l'un des rares interlocuteurs qui acceptent d'aborder le sujet. Je suis un religieux, je n'ai rien à craindre de la vérité. Et la vérité, c'est que tout le monde est impliqué. Les riches et les puissants, tout le monde. Je n'ai pas peur de le dire. La police, les médecins, ils baignent tous dans ce trafic immoral. Oui, c'est bien ce que les enquêteurs redoutent. La filière thaïlandaise impliquerait beaucoup de gens. L'un des principaux obstacles ici en Thaïlande, c'est l'application de la loi. Tout le monde sait que ce n'est jamais simple ici. Mais bon, grâce à ces scandales, au moins, il nous est permis d'espérer que le message va être largement diffusé. Et ce message, c'est que la Thaïlande n'est plus un pays où l'on peut faire tout et n'importe quoi pour avoir un bébé. Retour à Pak Ork, dans cette ferme à bébés du nord thaïlandais, les langues ont fini par se délier quelque peu. Nous allons finalement réussir à trouver une mère porteuse. C'est elle? Allez, on y va. Cette jeune femme de 24 ans a accouché à Bangkok il y a 2 mois, dans la clinique IVF, aujourd'hui fermée. Sa grossesse lui a rapporté 7 000 €. Son bébé a été livré à un couple en Allemagne. J'ai accompli une bonne action pour des étrangers qui ne pouvaient pas avoir de bébé. Je ne vois rien de mal à cela. C'est un bon travail. Ce qui me gêne, c'est quand j'entends qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent à l'étranger grâce à nos ventres. Après, quand il y a un problème, les mères porteuses doivent se cacher comme des criminels. Ce n'est pas juste. Le scandale des mères porteuses thaïlandaises va probablement pousser le gouvernement à passer des lois, quitte à tarir une importante source de revenus dans les campagnes.
Voilà pour ce sujet réalisé par Cyril Payen, notre invité Claire Delahougue. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en droit, avocate au barreau de Strasbourg et vous connaissez bien ce sujet parce que vous avez écrit un rapport que vous avez présenté au Conseil de l'Europe en avril 2012. D'abord, rassurez-nous, il y a d'autres pays à part la Thaïlande, l'Inde, on va en parler plus tard, où faire appel à une mère porteuse est très réglementé, où ça se passe bien. J'imagine par exemple qu'en Belgique, il y a des lois, que dans certains États américain également? Oui, alors en Belgique, il n'y a pas directement de loi sur la GPA. Elle est admise a posteriori. Au Royaume-Uni, c'est admis. Il y a une loi et c'est encadré. Effectivement, ça ne doit pas être commercial. On ne peut pas faire de publicité. Et aux États-Unis, ça dépend des États. Pourquoi est-ce que les dérives sont plus importantes en Asie? Parce qu'il y a moins de contrôle, pour commencer. C'est une industrie, vous diriez que c'est une industrie? Oui, quand ça devient à grande échelle comme ça, on peut parler d'industrie. Sans aucun doute. Pourquoi est-ce que les Occidentaux se ruent littéralement vers ces pays asiatiques pour faire appel à des mères porteuses? Justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle, pas forcément de législation, et il n'y a pas de législation non pas parce que c'est autorisé, mais simplement parce que comme on ne s'était pas posé la question avant, personne n'a songé à l'interdire. Et avec le développement des techniques médicales, du tourisme médical en général, le tourisme reproductif s'est développé d'une façon gigantesque, et puis là-dessus, des réseaux mafieux ont trouvé le créneau. C'est moins cher aussi? C'est infiniment moins cher. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il faut compter entre 100 et 150 000 $. En Inde, avec 20 000, 25 000, vous devez pouvoir y arriver. Quelles sont les conditions de vie pour ces mères porteuses en Asie? Alors, pendant la grossesse, elles peuvent être relativement bien traitées parce qu'il faut que le bébé soit en bonne santé et qu'un bébé en bonne santé veut dire une mère en bonne santé, bien nourrie. D'ailleurs, un certain nombre de cliniques insistent sur ce côté-là en disant mais justement, regardez comme les femmes sont bien traitées, elles sont beaucoup mieux nourries que chez elles et elles sont mieux soignées, un suivi médical précis. Donc ça, c'est vrai. Mais pendant ce temps, elles ne sont pas libres. La plupart du temps, elles ne peuvent pas voir leur famille pendant tout le temps de la grossesse. Elles sont suivies, mais enrégimentées avec des obligations de toutes sortes. Et après, ça dépend aussi, un certain nombre sont prises justement dans des réseaux mafieux qui les recrutent dans les villages comme les prostituées, en les attirant avec la promesse d'un bon métier. Ensuite, on leur confisque leurs papiers, éventuellement on les viole et on les tient enfermés pendant des mois jusqu'à la naissance. Il y a une prise de conscience des autorités? Avec les scandales qu'il y a eu ces derniers temps, oui, il y a une certaine prise de conscience et quelquefois des tentatives pour réglementer, encadrer, essayer d'assurer la protection des mères porteuses et puis un petit peu des enfants concernés aussi. Mais c'est très difficile de faire passer des lois parce qu'il y a des intérêts financiers gigantesques. On parle d'un marché de 2 milliards de dollars rien que pour l'Inde. Donc il y a beaucoup de personnes influentes qui sont impliquées dedans, plus ou moins directement. Et plus haut, est-ce que l'ONU, par exemple, est prête à agir? Pour que l'ONU agisse, il faut que les États membres agissent. Alors la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ne pas avoir inscrit à l'état civil des enfants nés de mères porteuses. Ça veut dire finalement que la gestation pour autrui est légale à l'étranger? Alors, l'arrêt de la Cour européenne ne nous oblige pas à reconnaître directement la gestation pour autrui. La France a été condamnée pour le refus de la reconnaissance à l'état civil de la filiation de ces enfants, sachant que leur père... C'est-à-dire qu'un enfant né d'une mère porteuse à l'étranger sera reconnu français quand il reviendra en France? Alors, là, en l'occurrence, il s'agissait d'enfants nés aux États-Unis, qui avaient donc la nationalité américaine, et leur filiation était reconnue sur leur acte de naissance américain. Mais le père, dans les deux cas, il y avait deux familles concernées, le père était le père génétique des enfants. Et c'est donc il y a eu une FIV avant ça? Oui, de toute façon, il y a toujours une FIV et un don d'ovocytes. Oui. Ce qui implique aussi des trafics d'ovocytes, etc. Mais en l'occurrence, la Cour a condamné la France pour ne pas avoir reconnu la filiation à l'égard du père. Elle n'a pas parlé à l'égard de la mère, de la mère intentionnelle, de la dame. Donc, ça oblige à reconnaître, mais il y a une certaine incohérence, parce que d'un côté, la Cour a dit qu'il n'y avait pas de violation de la vie familiale, parce que la France, en pratique, reconnaissait par exemple l'autorité parentale, les allocations familiales, la sécurité sociale, etc. En pratique, il n'y avait aucune difficulté ou des difficultés pour lesquelles on avait trouvé des solutions. Donc de ce côté-là, la Cour a dit qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale, mais il y a une atteinte à la vie privée concernant l'identité. Donc déjà, c'est un peu incohérent de la part de la Cour d'utiliser le même argument pour ne pas condamner d'un côté et condamner de l'autre.
Et puis, ça pose aussi un problème qui est que pour reconnaître la filiation paternelle, on accepte la négation de la filiation maternelle. Il y a un argument que la Cour européenne a mis en avant, c'est l'intérêt de l'enfant, c'est un argument fort, l'enfant n'a pas choisi. L'enfant n'a pas choisi, certainement. Mais c'est un petit peu facile aussi de mettre volontairement un enfant dans une situation compliquée et ensuite d'aller invoquer l'intérêt de l'enfant devant la Cour en mettant les autorités devant le fait accompli pour une situation que les parents ont choisie délibérément en sachant qu'ils violaient les lois de leur pays. Mais l'enfant, lui, n'a rien choisi. L'enfant n'a rien choisi. Non, mais c'est certain qu'il y avait c'est normal de lui donner aussi une nationalité. Oui, mais ces enfants avaient la nationalité américaine. Mais s'ils vivent en France, c'est quand même plus facile d'avoir la nationalité française. Elles auraient pu l'obtenir sans difficulté après 18 ans en la demandant. En tout cas, certains députés français veulent aller très loin puisqu'ils veulent condamner les parents qui font appel à des mères porteuses à l'étranger de prison, 6 mois, 1 an. Est-ce que ça ne va pas un peu loin ? Alors, en même temps, la gestation pour autrui, si vous regardez le droit international, ça s'apparente de très très près à la vente d'enfants. Les conventions qui interdisent la vente d'enfants qualifient de vente d'enfants tout transfert par une personne ou un groupe de personnes d'un enfant à une autre personne ou un autre groupe de personnes moyennant rémunération ou autre avantage. Donc, ça rentre exactement dans le cadre de la vente d'enfants. Donc, il est logique qu'il y ait des sanctions lourdes en ce qui concerne la vente d'enfants. Après, est-ce que c'est le plus adapté pour les parents eux-mêmes ? Il faut qu'en tout cas tous les intermédiaires soient lourdement sanctionnés pénalement, ça c'est certain. Les parents, il faut trouver soit ces sanctions, soit d'autres. Mais on a compris qu'il y avait des dérives. Mais légaliser la GPA en France, est-ce que ça ne serait pas le moyen de contourner ces dérives et de légaliser et que les choses soient beaucoup plus cadrées ? Alors c'est certainement un argument qu'on soulève et qui a un certain poids parce qu'il y a des choses d'exploitation qu'on pourrait peut-être éviter. Mais le problème, c'est qu'en elle-même, la gestation pour autrui est contraire à la dignité humaine. L'enfant est l'objet du contrat. L'enfant est transféré, c'est un bien que vous pouvez donner ou vendre, selon si c'est à titre gratuit ou onéreux, et l'enfant devient un objet. Donc déjà, ce n'est pas conforme à sa dignité humaine. On en dispose comme d'un bien, on a un droit de propriété sur l'enfant. Et vous parlez d'objets, mais il y a certains pays qui ont une autre approche, qui pensent plutôt au don, par exemple. Oui, mais un don, c'est pareil, c'est quelque chose que vous possédez, que vous pouvez donner. Est-ce que vous pouvez être propriétaire d'une personne ? Même votre enfant, vous n'en êtes pas propriétaire. Donc, de toute façon, on dispose de l'enfant comme d'un bien. Même, je maintiens, même si c'est à titre gratuit, ça pose un problème et on nie la filiation maternelle de ces enfants qu'on divise entre la donneuse d'ovocytes, la mère porteuse et la personne qui va l'élever. Ça pose quand même de sérieux problèmes aussi pour l'identité des enfants et pour l'avenir de ces enfants, même si nul ne doute qu'ils seront bien traités dans l'immense majorité des cas par les parents intentionnels. Merci beaucoup, on l'aura bien compris, vous êtes donc contre la pratique des mères porteuses. Tout à fait. Merci beaucoup Claire Delahougue d'avoir été avec nous, notre invitée pour ce focus. Restez avec nous tout de suite. Le journal de 14h30, c'est dans 4 minutes.